Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Arsène Lupin, gentleman, cambrioleur de Maurice Leblanc. Et au programme du jour, nous avons la petite nouvelle, le collier de la reine. Comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion, vous trouverez dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture de cette vidéo le chapitrage, les timecodes. Donc voilà, vous aurez le déroulé exact de cette émission. Sachez dans un premier temps que l'émission du soir va être exceptionnellement courte, en tout cas relativement courte, puisque en général, mes lives de lecture, j'essaie de les faire durer entre 1h30 et 2h30. Problème, c'est que aujourd'hui, donc, j'ai pas envie de, en fait, j'ai pas envie de séparer du contenu qui fait sens en un bloc. Je m'explique. Donc là, je vais vous faire le collier de la reine, euh, qui fait 25 pages, je crois. Et si je voulais enchaîner avec la nouvelle suivante, le set de cœur, on remplirait pour plus de 50 pages, ce qui nous mènerait quasiment à 80 pages. 80 pages en une soirée, ça représente quoi? 80 pages en une soirée, ça représente, je pense, à peu près 3 heures de live. J'essaie d'éviter de faire des lives de lecture aussi longs, tout simplement pour maintenir la qualité de lecture au maximum, parce qu'après plusieurs heures de lecture, la voix fatigue, la concentration fatigue, donc voilà, j'aurais forcément une mauvaise, enfin une moins bonne qualité de lecture sur la longueur, ça c'est clair et net. Donc voilà, pour toutes ces raisons, et aussi pour pas faire des grosses vidéos indigestes as fuck sur YouTube, pour toutes ces raisons, j'ai décidé ce soir d'uniquement vous lire le collier de la reine, de pas commencer la nouvelle suivante et puis l'arrêter en plein milieu, et puis après il faudrait retrouver la suite dans la vidéo d'après, enfin c'est hyper chiant je trouve. Donc du coup ce qui va se passer c'est que ce soir on lit le collier de la reine. Mardi prochain, nous lirons enfin mardi qui arrive, nous lirons le set de cœur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je pense qu'on lira que le set de cœur du coup mardi, puisque c'est une nouvelle de plus de 50 pages, ça sera déjà bien bien assez. Voilà, voilà. Du coup, étant donné que la lecture va être courte, je vais essayer de faire également court sur l'intro et l'outro au maximum pour que ça soit encore une fois le plus digeste possible pour vous sur YouTube. Donc, je vais uniquement rappeler les rendez-vous encore à venir cette semaine. Il y a un live qui arrive demain à 14 heures, donc samedi 14 heures. Il y aura un live de gaming sur Sea of Thieves. Je serai en compagnie de Walkirax vraisemblablement. On devrait live de 14 heures à 16 heures, voire 17 heures maximum, je pense, en tout cas dans ces eaux-là. Sachant que ce sera une session où je ne sais pas trop ce qu'on va faire, mais on va notamment découvrir l'événement en cours, il y a un événement qui a été implanté dans le jeu, enfin voilà, qui a été lancé dans le jeu depuis hier. Donc du coup voilà, ça va être l'occasion de découvrir cet événement et de parler un peu de cet événement. Et certainement s'en suivra une session somme toute assez classique je pense. Donc voilà, ça c'est pour demain, le live de demain, ça sera le dernier live de la semaine a priori. Si vous voulez être au courant d'éventuels lives supplémentaires qui n'auraient pas été prévenus comme d'habitude, qui n'auraient pas été prévus ni prévenus d'ailleurs. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Twitter, Discord. Je mets tout Putain, j'ai du mal, en temps et en heure. J'ai du mal décidément. Donc voilà, et sinon, dernier rendez-vous qui n'est pas un live, mais qui est quand même un petit rendez-vous que j'aime honorer en votre compagnie. Il y aura une veillée, encore une fois, ce week-end. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à nous rejoindre dimanche sur mon Discord, à partir de 21 heures et jusqu'à minuit minimum, pour une veillée où nous discuterons, tout simplement. On se posera en vocal et on discutera. On jouera peut-être à des jeux vidéo, peut-être à des jeux de société. En tout cas, peut-être des jeux par navigateur. Enfin bon, bref. En tout cas, on va être chill et on va passer du bon temps ensemble comme tous les dimanches. Donc ça fait toujours très plaisir. J'en profite brièvement pour remercier encore une fois les follow qu'il y a eu en off. C'est marrant comment j'ai remarqué ce truc-là. J'ai une propension en ce moment à ne plus du tout avoir de follow en live, mais beaucoup de follow en off. Enfin, beaucoup de follow. En tout cas, avoir des follow en off et pas du tout en live quasiment. Donc, j'ai remarqué ça parce que j'ai eu un follow en live dimanche dernier et ça m'a choqué. Genre, c'est trop bizarre. Mais bon, c'est marrant, c'est marrant. Vous devez du coup retomber. Je sais pas comment ça se passe en vrai. Je suppose que soit vous tombez sur mes rediffusions sur Twitch, soit vous tombez sur mes rediffusions sur YouTube et du coup vous allez voir ce que je fais sur Twitch. Je sais pas exactement comment ça se fait, mais
En tout cas, merci encore pour les 2 nouveaux followers, Hit My Blender et Macaque25. Merci à tous les deux pour le follow, c'est très... Bon, je trouve pas de terme qui va. C'est très cool, ça fait très plaisir. Voilà, voilà, je vous invite à vous installer, chers amis, à prendre à boire, à manger, à vaquer à vos occupations en toute quiétude et en toute agréabilité pendant que je vous fais la lecture. Santé à tous les amis. Et comme je le disais, je vais me lancer parce que la lecture étant relativement courte, j'ai pas envie de l'allonger inutilement avec une intro soporifique ou une outro disgracieuse. Voilà. On va pouvoir se lancer. Encore une fois, hein, c'est un recueil de nouvelles. D'ailleurs, c'est un recueil de nouvelles, mais par exemple, là, enfin, sur Internet, j'ai vu que c'était un recueil de nouvelles. Mais là, par exemple, sur la 4e de couverture, c'est écrit le roman. Comment on doit prendre la chose, je sais pas trop. On en a déjà parlé un peu dans les épisodes précédents, mais voilà. Recueil de nouvelles. Les nouvelles peuvent se lire seules et s'apprécier seules, je trouve. Mais c'est vrai qu'il y a des petits liens qui lient ces nouvelles ensemble, bien entendu, puisqu'on reste avec le même personnage. Donc du coup, je vais pas vous dire et vous rappeler ce qui s'est passé les fois passées, puisque, a priori, la nouvelle du soir est compréhensible complètement sans avoir eu les nouvelles précédentes. Bref, on est parti pour cette nouvelle, cette 5e nouvelle de ce recueil Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. Je vous souhaite à tous une bonne écoute, que vous me regardiez sur Twitch ou sur YouTube en rediffusion, et je vous dis à tout à l'heure, non pas pour la pause, mais pour l'outro directement. À tout à l'heure. Le collier de la reine. 2 ou 3 fois par an, à l'occasion de solennités importantes, comme les bals de l'ambassade d'Autriche ou les soirées de Lady Billingstone, la comtesse de Dreux-Soubise mettait sur ses blanches épaules le collier de la reine. C'était bien le fameux collier, le collier légendaire, que Baumeure et Bassange, joailliers de la couronne, destinaient à la Dubarry, que le cardinal de Rohan-Soubise crut offrir à Marie-Antoinette, reine de France, et que l'aventurière Jeanne de Valois, comtesse de la Mothe, dépeça un soir de février 1785 avec l'aide de son mari et de leur complice Rétaux de Villette. Pour dire vrai, la monture seule était authentique. Rétaux de Villette l'avait conservée, tandis que le sieur de la Motte et sa femme dispersaient aux 4 vents les pierres brutalement desserties, les admirables pierres si soigneusement choisies par Baumeure. Plus tard, en Italie, il la vendit à Gaston de Dreux-Soubise, neveu et héritier du cardinal, sauvé par lui de la ruine lors de la retentissante banqueroute de Rohan-Guéméné, et qui, en souvenir de son oncle, racheta les quelques diamants qui restaient en la possession du bijoutier anglais Jefferies, les compléta avec d'autres de valeur beaucoup moindre, mais de même dimension, et parvint à reconstituer le merveilleux collier en esclavage, tel qu'il était sorti des mains de Baumeure et Bassange. De ce bijou historique, pendant près d'un siècle, les Dreux-Soubise s'enorgueillirent. Bien que diverses circonstances eussent notablement diminué leur fortune, ils aimèrent mieux réduire leur train de maison que d'aliéner la royale et précieuse relique. En particulier, le comte actuel y tenait comme on tient à la demeure de ses pères. Par prudence, il avait loué un coffre au Crédit Lyonnais pour l'y déposer. Il allait l'y chercher lui-même l'après-midi du jour où sa femme voulait s'emparer, et il y reportait lui-même le lendemain. Ce soir-là, à la réception du palais de Castille, l'aventure remonte au début du siècle, la comtesse eut un véritable succès, et le roi Christian, en l'honneur de qui la fête était donnée, remarqua sa beauté magnifique. Les pierreries ruisselaient autour du cou gracieux, les 1000 facettes des diamants brillaient et scintillaient comme des flammes à la clarté des lumières. Nul autre qu'elle, semblait-il, n'eût pu porter avec tant d'aisance et de noblesse le fardeau d'une telle parure. Ce fut un double triomphe, que le comte de Dreux goûta profondément, et dont il s'applaudit, quand ils furent rentrés dans la chambre de leur vieil hôtel du faubourg Saint-Germain. Il était fier de sa femme, et tout autant peut-être du bijou qui illustrait sa maison depuis 4 générations. Et sa femme en tirait une vanité un peu puérile, mais qui était bien la marque de son caractère altier. Non sans regret, elle détacha le collier de ses épaules et le tendit à son mari, qui l'examina avec admiration, comme s'il ne le connaissait point. Puis, l'ayant remis dans son écrin de cuir rouge aux armes du cardinal, il passa dans un cabinet voisin, sorte d'alcôve plutôt, que l'on avait complètement isolé de la chambre, et dont l'unique entrée se trouvait au pied de leur lit.
Comme les autres fois, il le dissimula sur une planche assez élevée, parmi des cartons à chapeau et des piles de linge. Il referma la porte et se dévêtit. Au matin, il se leva vers 9 heures, avec l'intention d'aller, avant le déjeuner, jusqu'au Crédit Lyonnais. Il s'habilla, but une tasse de café et descendit aux écuries. Là, il donna des ordres. Un des chevaux l'inquiétait. Il le fit marcher et trotter devant lui dans la cour. Puis il retourna près de sa femme. Elle n'avait point quitté la chambre et se coiffait, aidée de sa bonne. Elle lui dit: Vous sortez? Oui, pour cette course. Ah, en effet, c'est plus prudent. Il pénétra dans le cabinet, mais au bout de quelques secondes, il demanda, sans le moindre étonnement d'ailleurs: Vous l'avez pris, cher ami? Elle répliqua: Comment? Mais non, je n'ai rien pris. Vous l'avez dérangé? Pas du tout. Je n'ai même pas ouvert cette porte. Il apparut, décomposé, et il balbutia, la voix à peine intelligible: Vous n'avez pas. Ce n'est pas vous. Alors. Elle accourut, et ils cherchèrent fiévreusement, jetant les cartons à terre et démolissant les piles de linge. Et le comte répétait: Inutile. Tout ce que nous faisons est inutile. C'est ici, là, sur cette planche que je l'ai mis. Vous avez pu vous tromper. C'est ici, là, sur cette planche, et pas sur une autre. Ils allumèrent une bougie, car la pièce était assez obscure, et ils enlevèrent tout le linge et tous les objets qui l'encombraient. Et quand il n'y eut plus rien dans le cabinet, ils durent s'avouer avec désespoir que le fameux collier, le collier en esclavage de la reine, avait disparu. De nature résolue, la comtesse, sans perdre de temps en vaines lamentations, fit prévenir le commissaire, M. Valorbe, dont ils avaient eu déjà l'occasion d'apprécier l'esprit sagace et la clairvoyance. On le mit au courant par le détail, et tout de suite il demanda: Êtes-vous sûr, monsieur le comte, que personne n'a pu traverser la nuit votre chambre? Absolument sûr. J'ai le sommeil très léger. Mieux encore, la porte de cette chambre était fermée au verrou. J'ai dû le tirer ce matin quand ma femme a sonné la bonne. Et il n'existe pas d'autre passage qui permette de s'introduire dans le cabinet? Aucun. Pas de fenêtre? Si, mais elle est condamnée. Je désirerais m'en rendre compte. On alluma des bougies, et aussitôt M. Valorbe fit remarquer que la fenêtre n'était condamnée qu'à mi-hauteur par un bahut, lequel, en outre, ne touchait pas exactement aux croisées. Il y touche suffisamment, répliqua M. de Dreux, pour qu'il soit impossible de le déplacer sans faire beaucoup de bruit. Et sur quoi donne cette fenêtre? Sur une courette intérieure. Et vous avez encore un étage au-dessus de celui-là? Deux. Mais au niveau de celui des domestiques, la courette est protégée par une grille à petites mailles. C'est pourquoi nous avons si peu de jour. D'ailleurs, quand on eut écarté le bahut, on constata que la fenêtre était close, ce qui n'aurait pas été si quelqu'un avait pénétré du dehors. À moins, observa le comte, que ce quelqu'un ne soit sorti par notre chambre. Auquel cas, vous n'auriez pas trouvé le verrou de cette chambre poussé. Le commissaire réfléchit un instant, puis se tournant vers la comtesse: Savait-on dans votre entourage, madame, que vous deviez porter ce collier hier soir? Certes, je ne m'en suis pas caché, mais personne ne savait que nous l'enfermerions. Mais personne ne savait que nous l'enfermions dans ce cabinet. Personne? Personne? À moins que... Je vous en prie, madame, précisez. C'est là un des points les plus importants. C'est là un point des plus importants. Pardon. Elle dit à son mari: Je songeais à Henriette. Henriette? Elle ignore ce détail comme les autres. En es-tu certain? Quelle est cette dame? Interrogea M. Valorbe. Une amie de couvent, qui s'est fâchée avec sa famille pour épouser une sorte d'ouvrier. À la mort de son mari, je l'ai recueillie avec son fils et leur ai meublé un appartement dans cet hôtel. Et elle ajouta avec embarras: Elle me rend quelques services. Elle est très adroite de ses mains. À quel étage habite-t-elle? Au nôtre, pas loin du reste, à l'extrémité de ce couloir. Et même, j'y pense, la fenêtre de sa cuisine ouvre sur cette courette, n'est-ce pas? Oui, juste en face de la nôtre. Un léger silence suivit cette déclaration. Puis M. Valorbe demanda qu'on le conduisît auprès d'Henriette. Ils la trouvèrent en train de coudre, tandis que son fils Raoul, un bambin de 6 à 7 ans, lisait à ses côtés. Assez étonné de voir le misérable appartement qu'on avait meublé pour elle, et qui se composait au total d'une pièce sans cheminée et d'un réduit servant de cuisine, le commissaire la questionna. Elle parut bouleversée en apprenant le vol commis. La veille au soir, elle avait elle-même habillé la comtesse et fixé le collier autour de son cou.
Seigneur Dieu, s'écria-t-elle, qui m'aurait jamais dit? Et vous n'avez aucune idée, pas le moindre doute. Il est possible que le coupable ait passé par votre chambre. Elle rit de bon cœur, sans même imaginer qu'on pouvait l'effleurer d'un soupçon. Mais je ne l'ai pas quitté, ma chambre. Je ne sors jamais, moi. Et puis, vous n'avez donc pas vu? Elle ouvrit la fenêtre du réduit. Tenez, il y a bien 3 mètres jusqu'au rebord opposé. Qui vous a dit que nous envisagions l'hypothèse d'un vol effectué par là? Mais le collier n'était-il pas dans le cabinet? Comment le savez-vous? Dame, j'ai toujours su qu'on l'y mettait la nuit. On en a parlé devant moi. Sa figure encore jeune, mais que les chagrins avaient flétrie, marquait une grande douceur et de la résignation. Cependant elle eut soudain, dans le silence, une expression d'angoisse, comme si un danger l'eût menacée. Elle attira son fils contre elle. L'enfant lui prit la main et l'embrassa tendrement. Je ne suppose pas, dit M. de Dreux au commissaire, quand ils furent seuls. Je ne suppose pas que vous la soupçonniez. Je réponds d'elle. C'est l'honnêteté même. Oh, je suis tout à fait de votre avis, affirma M. Valorbe. C'est tout au plus si j'avais pensé à une complicité inconsciente. Mais je reconnais que cette explication doit être abandonnée, d'autant qu'elle ne résout nullement le problème auquel nous nous heurtons. Le commissaire ne poussa pas plus avant cette enquête que le juge d'instruction reprit et compléta les jours suivants. On interrogea les domestiques, on vérifia l'état du verrou, on fit des expériences sur la fermeture et sur l'ouverture de la fenêtre du cabinet, on explora la courette du haut en bas. Tout fut inutile. Le verrou était intact. La fenêtre ne pouvait s'ouvrir ni se fermer du dehors. Plus spécialement, les recherches visèrent Henriette, car malgré tout, on en revenait toujours de ce côté. On fouilla sa vie minutieusement, et il fut constaté que, depuis 3 ans, elle n'était sortie que 4 fois de l'hôtel, et les 4 fois pour des courses que l'on put déterminer. En réalité, elle servait de femme de chambre et de couturière à madame de Dreux, qui se montrait à son égard d'une rigueur dont tous les domestiques témoignèrent en confidence. D'ailleurs, disait le juge d'instruction, qui au bout d'une semaine aboutit aux mêmes conclusions que le commissaire, en admettant que nous connaissions le coupable, et nous n'en sommes pas là, nous n'en saurions pas davantage sur la manière dont le vol a été commis. Nous sommes barrés à droite et à gauche par 2 obstacles, une porte et une fenêtre fermée. Le mystère est double. Comment a-t-on pu s'introduire, et comment, ce qui était beaucoup plus difficile, a-t-on pu s'échapper en laissant derrière soi une porte close au verrou et une fenêtre fermée? Au bout de 4 mois d'investigation, l'idée secrète du juge était celle-ci. Monsieur et madame de Dreux, pressés par des besoins d'argent, avaient vendu le collier de la reine. Il classa l'affaire. Le vol du précieux bijou porta aux Dreux-Soubise un coup dont ils gardèrent longtemps la marque. Leur crédit, n'étant plus soutenu par la sorte de réserve que constituait un tel trésor, ils se trouvèrent en face de créanciers plus exigeants et de prêteurs moins favorables. Ils durent couper dans le vif, aliéner, hypothéquer. Bref, c'eût été la ruine si 2 gros héritages de parents éloignés ne les avaient sauvés. Ils souffrirent aussi dans leur orgueil, comme s'ils avaient perdu un quartier de noblesse. Et, chose bizarre, ce fut à son ancienne amie de pension que la comtesse s'en prit. Elle ressentait contre elle une véritable rancune, et l'accusait ouvertement. On la relégua d'abord à l'étage des domestiques, puis on la congédia du jour au lendemain. Et la vie coula, sans événement notable. Ils voyagèrent beaucoup. Un seul fait doit être relevé au cours de cette époque. Quelques mois après le départ d'Henriette, la comtesse reçut d'elle une lettre qui la remplit d'étonnement. Madame, je ne sais comment vous remercier, car c'est bien vous, n'est-ce pas, qui m'avez envoyé cela. Ce ne peut être que vous. Personne autre ne connaît ma retraite au fond de ce petit village. Si je me trompe, excusez-moi et retenez du moins l'expression de ma reconnaissance pour vos bontés passées. Que voulait-elle dire? Les bontés présentes ou passées de la comtesse envers elle se réduisaient à beaucoup d'injustice. Que signifiaient ces remerciements? Sommée de s'expliquer, elle répondit qu'elle avait reçu par la poste, en un pli non recommandé ni chargé, 2 billets de 1000 francs. L'enveloppe qu'elle joignait à sa réponse était timbrée de Paris et ne portait que son adresse, tracée d'une écriture visiblement déguisée. D'où provenaient ces 2000 francs? Qui les avait envoyés? La justice informa, mais quelle piste pouvait-on suivre parmi ces ténèbres? Et le même fait se reproduisit 12 mois après, et une 3e fois, et une 4e fois, et chaque année pendant 6 ans, avec cette différence que la 5e et la 6e année, la somme doubla, ce qui permit à Henriette, tombée subitement malade, de se soigner comme il convenait. Autre différence, l'administration de la poste, ayant saisi une des lettres sous prétexte qu'elle n'était point chargée,
Les 2 dernières lettres furent envoyées selon le règlement, la première datée de Saint-Germain, l'autre de Suresnes. L'expéditeur signa d'abord Anquetil, puis Péchard. Les adresses qu'il donna étaient fausses. Au bout de 6 ans, Henriette mourut. L'énigme demeura entière. Tous ces événements sont connus du public. L'affaire fut de celles qui passionnèrent l'opinion, et c'est un destin étrange que celui de ce collier, qui, après avoir bouleversé la France à la fin du XVIIIe siècle, souleva encore tant d'émotions 120 ans plus tard. Mais ce que je vais dire est ignoré de tous, sauf des principaux intéressés et de quelques personnes auxquelles le comte demanda le secret absolu. Comme il est probable qu'un jour ou l'autre elles manqueront à leurs promesses, je n'ai moi aucun scrupule à déchirer le voile, et l'on saura ainsi, en même temps que la clé de l'énigme, l'explication de la lettre publiée par les journaux d'avant-hier matin, lettre extraordinaire qui ajoutait encore, si c'est possible, un peu d'ombre et de mystère aux obscurités de ce drame. Il y a 5 jours de cela. Au nombre des invités qui déjeunaient chez monsieur de Dreux-Soubise se trouvaient ses 2 nièces et sa cousine, et, comme homme, le président d'Essaville, le député Boccace, le chevalier Floriani, que le comte avait connu en Sicile, et le général marquis de Rouzières, un vieux camarade de cercle. Après le repas, ces dames servirent le café, et les messieurs eurent l'autorisation d'une cigarette, à condition de ne point déserter le salon. On causa. L'une des jeunes filles s'amusa à faire les cartes et à dire la bonne aventure, puis on en vint à parler de crimes célèbres. Et c'est à ce propos que M. de Rouzières, qui ne manquait jamais l'occasion de taquiner le comte, rappela l'aventure du collier, sujet de conversation que M. de Dreux avait en horreur. Aussitôt chacun émit son avis, chacun recommença l'instruction à sa manière, et bien entendu, toutes les hypothèses se contredisaient, toutes également inadmissibles. « Et vous, monsieur ?» demanda la comtesse au chevalier Floriani. « Quelle est votre opinion ?»« Oh, moi, je n'ai pas d'opinion, madame. » On se récria. Précisément, le chevalier venait de raconter très brillamment diverses aventures auxquelles il avait été mêlé avec son père, magistrat à Palerme, et où s'était affirmé son jugement et son goût pour ces questions. « J'avoue, dit-il, qu'il m'est arrivé de réussir alors que de plus habiles avaient renoncé. Mais de là à me considérer comme un Sherlock Holmes, et puis c'est à peine si je sais de quoi il s'agit. » On se tourna vers le maître de la maison. À contre-cœur, il dut résumer les faits. Le chevalier écouta, réfléchit, posa quelques interrogations, et murmura. « C'est drôle. À première vue, il ne me semble pas que la chose soit si difficile à deviner. » Le comte haussa les épaules, mais les autres personnes s'empressèrent autour du chevalier, et il reprit d'un ton un peu dogmatique. « En général, pour remonter à l'auteur d'un crime ou d'un vol, il faut déterminer comment ce crime ou ce vol ont été commis. Dans le cas actuel, rien de plus simple selon moi, car nous nous trouvons en face non pas de plusieurs hypothèses, mais d'une certitude unique, rigoureuse, et qui s'énonce ainsi. L'individu ne pouvait entrer que par la porte de la chambre ou par la fenêtre du cabinet. Or, on n'ouvre pas de l'extérieur une porte verrouillée, donc il est entré par la fenêtre. Elle était fermée, et on l'a retrouvée fermée, déclara M. de Dreux. Pour cela, continua Floriani, sans relever l'interruption, il n'a eu besoin que d'établir un pont, planche ou échelle, entre le balcon de la cuisine et le rebord de la fenêtre, et dès que l'écrin... Mais je vous répète que la fenêtre était fermée, s'écria le comte avec impatience. Cette fois Floriani dut répondre. Il le fit avec la plus grande tranquillité, en homme qu'une objection aussi insignifiante ne trouble point. « Je veux croire qu'elle l'était, mais n'y a-t-il pas un vasistas ?»« Comment le savez-vous ?»« D'abord parce que c'est presque une règle dans les hôtels de cette époque, et ensuite il faut bien qu'il en soit ainsi, puisque, autrement, le vol est inexplicable. » En effet, il y en a un, mais il est clos, comme la fenêtre. On n'y a même pas fait attention. C'est un tort, car si on y avait fait attention, on aurait vu évidemment qu'il avait été ouvert. Et comment? Je suppose que, pareil à tous les autres, il s'ouvre au moyen d'un fil de fer tressé, muni d'un anneau à son extrémité inférieure. Oui. Et cet anneau pendait entre la croisée et le bahut. Oui, mais je ne comprends pas. Voici. Par une fente pratiquée dans le carreau, on a pu, à l'aide d'un instrument quelconque, mettons une baguette de fer pourvue d'un crochet, agripper l'anneau, peser et ouvrir. Le comte ricana. Parfait, parfait. Vous arrangez tout cela avec une aisance. Seulement vous oubliez une chose, cher monsieur, c'est qu'il n'y a pas eu de fente pratiquée dans le carreau. Il y a eu une fente. Allons donc, on l'aurait vu.
Pour voir, il faut regarder, et l'on n'a pas regardé. La fente existe. Il est matériellement impossible qu'elle n'existe pas. Le long du carreau, contre le mastic, dans le sens vertical, bien entendu. » Le comte se leva, il paraissait très surexcité. Il arpenta 2 ou 3 fois le salon d'un pas nerveux, et s'approchant de Floriani. « Rien n'a changé là-haut depuis ce jour. Personne n'a mis les pieds dans ce cabinet. En ce cas, monsieur, il vous est loisible de vous assurer que mon explication concorde avec la réalité. » « Elle ne concorde avec aucun des faits que la justice a constatés. Vous n'avez rien vu, vous ne savez rien, et vous allez à l'encontre de tout ce que nous avons vu, et de tout ce que nous savons. » Floriani ne sembla point remarquer l'irritation du comte, et il dit en souriant. « Mon Dieu, monsieur, je tâche de voir clair, voilà tout. Si je me trompe, prouvez-moi mon erreur. » Sans plus tarder. J'avoue qu'à la longue votre assurance. Monsieur de Dreux mâchonna encore quelques paroles, puis, soudain, se dirigea vers la porte et sortit. Pas un mot ne fut prononcé. On attendait anxieusement, comme si vraiment une parcelle de la vérité allait apparaître. Et le silence avait une gravité extrême. Enfin, le comte apparut dans l'embrasure de la porte. Il était pâle et singulièrement agité. Il dit à ses amis, d'une voix tremblante, « Je vous demande pardon. Les révélations de monsieur sont si imprévues. Je n'aurais jamais pensé. » Sa femme l'interrogea avidement. « Parle, je t'en supplie. Qu'y a-t-il » Il balbutia. « La fente existe, à l'endroit même indiqué, le long du carreau. » Il saisit brusquement le bras du chevalier et lui dit d'un ton impérieux. « Et maintenant, monsieur, poursuivez. Je reconnais que vous avez raison jusqu'ici, mais maintenant ce n'est pas fini. Répondez, que s'est-il passé selon vous ?» Floriani se dégagea doucement et après un instant prononça. « Eh bien, selon moi, voilà ce qui s'est passé. L'individu, sachant que madame de Dreux allait au bal avec le collier, a jeté sa passerelle pendant votre absence. Au travers de la fenêtre, il vous a surveillé et vous a vu cacher le bijou. Dès que vous êtes parti, il a coupé la vitre et a tiré l'anneau. »« Soit, mais la distance est trop grande pour qu'il ait pu, par le vasistas, atteindre la poignée de la fenêtre. »« S'il n'a pu l'ouvrir, c'est qu'il est entré par le vasistas lui-même. »« Impossible. Il n'y a pas d'homme assez mince pour s'introduire par là. »« Alors ce n'est pas un homme. »« Comment ? » ?»« Certes, si le passage est trop étroit pour un homme, il faut bien que ce soit un enfant. »« Un enfant ? Ne m'avez-vous pas dit que votre amie Henriette avait un fils ? » ?»« En effet, un fils qui s'appelait Raoul. »« Il est infiniment probable que c'est ce Raoul qui a commis le vol. »« Quelle preuve en avez-vous ? » ?»« Quelle preuve ? Il n'en manque pas de preuves. Ainsi, par exemple. » Il se tut et réfléchit quelques secondes, puis il reprit. « Ainsi, par exemple, cette passerelle. Il n'est pas à croire que l'enfant l'ait apportée du dehors et remportée sans que l'on s'en soit aperçu. Il a dû employer ce qui était à sa disposition. Dans le réduit où Henriette faisait sa cuisine, il y avait, n'est-ce pas, des tablettes accrochées au mur, où l'on posait les casseroles. »« 2 tablettes, autant que je m'en souvienne. »« Il faudrait s'assurer si ces planches sont réellement fixées au tasseau de bois qui les supporte. Dans le cas contraire, nous serions autorisés à penser que l'enfant les a déclouées, puis attachées l'une à l'autre. Peut-être aussi, puisqu'il y avait un fourneau, trouverait-on le crochet à fourneau dont il a dû se servir pour ouvrir le vasistas. » Sans mot dire, le comte sortit, et cette fois, les assistants ne ressentirent même point la petite anxiété de l'inconnu qu'ils avaient éprouvée la première fois. Ils savaient de façon absolue, que les prévisions de Floriani étaient justes. Il émanait de cet homme une impression de certitude si rigoureuse, qu'on l'écoutait non point comme s'il déduisait des faits les uns des autres, mais comme s'il racontait des événements dont il était facile de vérifier au fur et à mesure l'authenticité. Et personne ne s'étonna lorsque, à son tour, le comte déclara « C'est bien l'enfant, c'est bien lui, tout l'atteste. »« Vous avez vu les planches, le crochet ?»« J'ai vu. Les planches ont été déclouées, le crochet est encore là. » Madame de Dreux-Soubise s'écria. « C'est lui. Vous voulez dire plutôt que c'est sa mère. Henriette est la seule coupable. Elle aura obligé son fils. »« Non, » affirma le chevalier. « La mère n'y est pour rien. »« Allons donc. Ils habitaient la même chambre. L'enfant n'aurait pu agir à l'insu d'Henriette. »« Ils habitaient la même chambre, mais tout s'est passé dans la pièce voisine, la nuit, tandis que la mère dormait. »« Et le collier, fit le comte, on l'aurait trouvé dans les affaires de l'enfant. »« Pardon ? Il sortait, lui.
Le matin même où vous l'avez surpris devant sa table de travail, il venait de l'école, et peut-être la justice, au lieu d'épuiser ses ressources contre la mère innocente, aurait-elle été mieux inspirée en perquisitionnant là-bas, dans le pupitre de l'enfant parmi ses livres de classe. Soit, mais ces 2000 francs qu'Henriette recevait chaque année, n'est-ce pas le meilleur signe de sa complicité? Complice, vous eût-elle remercié de cet argent? Et puis, ne la surveillait-on pas? Tandis que l'enfant est libre, lui. Il a toute facilité pour courir jusqu'à la ville voisine, pour s'aboucher avec un revendeur quelconque et lui céder à vil prix un diamant, 2 diamants selon le cas. Sous la seule condition que l'envoi d'argent sera effectué de Paris, moyennant quoi on recommencera l'année suivante. Un malaise indéfinissable oppressait les Dreux-Soubise et leurs invités. Vraiment, il y avait dans le ton, dans l'attitude de Floriani, autre chose que cette certitude qui, dès le début, avait si fort agacé le comte. Il y avait comme de l'ironie, et une ironie qui semblait plutôt hostile que sympathique, et amicale, ainsi qu'il eût convenu. Le comte affecta de rire. Tout cela est d'un ingénieux qui me ravit. Mes compliments. Quelle imagination brillante. Mais non, s'écria Floriani avec plus de gravité. Je n'imagine pas. J'évoque des circonstances qui furent inévitablement telles que je les montre. Qu'en savez-vous? Ce que vous-même vous m'en avez dit. Ce que vous-même m'en avez dit. Je me représente la vie de la mère et de l'enfant là-bas, au fond de la province. La mère qui tombe malade, les ruses et les inventions du petit pour vendre les pierreries et sauver sa mère, ou tout au moins adoucir ses derniers moments. Le mal l'emporte, elle meurt. Des années passent. L'enfant grandit, devient un homme. Et alors, et pour cette fois je veux bien admettre que mon imagination se donne libre cours, supposons que cet homme éprouve le besoin de revenir dans les lieux où il a vécu son enfance, qu'il les revoie, qu'il retrouve ceux qui ont soupçonné, accusé sa mère. Pensez-vous à l'intérêt poignant d'une telle entrevue dans la vieille maison où se sont déroulées les péripéties du drame? Ces paroles retentirent quelques secondes dans le silence inquiet, et sur le visage de monsieur et madame de Dreux se lisait un effort éperdu pour comprendre, en même temps que la peur, que l'angoisse de comprendre. Le comte murmura. « Qui êtes-vous donc, monsieur? »« Moi, mais le chevalier Floriani, que vous avez rencontré à Palerme, et que vous avez été assez bon de convier chez vous déjà plusieurs fois. » Alors, que signifie cette histoire? Oh, mais rien du tout. C'est simple jeu de ma part. J'essaie de me figurer la joie que le fils d'Henriette, s'il existe encore, aurait à vous dire qu'il fut le seul coupable, et qu'il le fut parce que sa mère était malheureuse, sur le point de perdre la place de domestique dont elle vivait, et parce que l'enfant souffrait de voir sa mère malheureuse. Il s'exprimait avec une émotion contenue, à demi levée et penché vers la comtesse. Aucun doute ne pouvait subsister. Le chevalier Floriani n'était autre que le fils d'Henriette. Tout dans son attitude, dans ses paroles, le proclamait. D'ailleurs, n'était-ce point son intention évidente, sa volonté même d'être reconnu comme tel? Le comte hésita. Quelle conduite allait-il tenir envers l'audacieux personnage? Sonner, provoquer un scandale, démasquer celui qu'il avait dépouillé jadis? Mais il y avait si longtemps. Et qui voudrait admettre cette histoire absurde d'enfant coupable? Non, il valait mieux accepter la situation, en affectant de n'en point saisir le véritable sens. Et le comte, s'approchant de Floriani, s'écria avec enjouement. « Très amusant, très curieux, votre roman. Je vous jure qu'il me passionne, mais, suivant vous, qu'est-il devenu, ce bon jeune homme, ce modèle des fils? J'espère qu'il ne s'est pas arrêté en si beau chemin. » Oh, certes non. N'est-ce pas, après un tel début, prendre le collier de la reine à 6 ans, le célèbre collier que convoitait Marie-Antoinette? Et le prendre, observa Floriani, se prêtant au jeu du comte. Le prendre sans qu'il lui en coûte le moindre désagrément, sans que personne n'ait l'idée d'examiner l'état des carreaux, ou s'aviser que le rebord de la fenêtre est trop propre, ce rebord qu'il avait essuyé pour effacer les traces de son passage sur l'épaisse poussière. Avouez qu'il y avait de quoi tourner la tête d'un gamin de son âge. C'est donc si facile? Il n'y a donc qu'à vouloir étendre la main? Ma foi, il voulut, et il tendit la main. Les 2 mains, reprit le chevalier en riant. Il y eut un frisson. Quel mystère cachait la vie de ce soi-disant Floriani? Combien extraordinaire devait être l'existence de cet aventurier, voleur génial à 6 ans, et qui aujourd'hui, par un raffinement de dilettante en quête d'émotion, ou tout au plus pour satisfaire un sentiment de rancune, venait braver sa victime chez elle, audacieusement, follement, et cependant avec toute la correction d'un galant homme en visite. Il se leva et s'approcha de la comtesse pour prendre congé.
Elle réprima un mouvement de recul. Il sourit. Oh, madame, vous avez peur. Aurais-je donc poussé trop loin ma petite comédie de sorcier de salon? Elle se domina et répondit avec la même désinvolture un peu railleuse. Nullement, monsieur. La légende de ce bon fils m'a au contraire fort intéressée, et je suis heureuse que mon collier ait été l'occasion d'une destinée aussi brillante. Mais ne croyez-vous pas que le fils de cette femme, de cette Henriette, obéissait surtout à sa vocation? Il tressaillit, sentant la pointe, et répliqua. J'en suis persuadé. Et il fallait même que cette vocation fût sérieuse, pour que l'enfant ne se rebutât point. Et comment cela? Mais oui, vous le savez, la plupart des pierres étaient fausses. Il n'y avait de vraies que les quelques diamants rachetés aux bijoutiers anglais, les autres ayant été vendus un à un, selon les dures nécessités de la vie. C'était toujours le collier de la reine, monsieur, dit la comtesse avec hauteur. Et voilà, me semble-t-il, ce que le fils d'Henriette ne pouvait comprendre. Il a dû comprendre, madame, que faux ou vrai, le collier était avant tout un objet de parade, une enseigne. Monsieur de Dreux fit un geste. Sa femme aussitôt le prévint. Monsieur, dit-elle, si l'homme auquel vous faites allusion a la moindre pudeur. Elle s'interrompit, intimidée par le calme regard de Floriani. Il répéta. Si cet homme a la moindre pudeur? Elle sentit qu'elle ne gagnerait rien à lui parler de la sorte, et malgré elle, malgré sa colère et son indignation toute frémissante d'orgueil humilié, elle lui dit presque poliment. Monsieur, la légende veut que Rétaux de Villette, quand il eut le collier de la reine entre les mains, et qu'il en eut fait sauter tous les diamants avec Jeanne de Valois, n'ait point osé toucher à la monture. Il comprit que les diamants n'étaient que l'ornement, que l'accessoire, mais que la monture était l'œuvre essentielle, la création même de l'artiste, et il la respecta. Pensez-vous que cet homme ait compris également? Je ne doute pas que la monture existe. L'enfant l'a respectée. Eh bien, monsieur, s'il vous arrive de le rencontrer, vous lui direz qu'il garde injustement une de ces reliques qui sont la propriété et la gloire de certaines familles, et qu'il a pu en arracher les pierres sans que le collier de la reine cessât d'appartenir à la maison de Dreux-Soubise. Il nous appartient comme notre nom, comme notre honneur. Le chevalier répondit simplement. Je le lui dirai, madame. Il s'inclina devant elle, salua le comte, salua les uns après les autres tous les assistants, et sortit. 4 jours après, madame de Dreux trouvait sur la table de sa chambre un écrin rouge aux armes du cardinal. Elle l'ouvrit. C'était le collier en esclavage de la reine. Mais comme toutes choses doivent, dans la vie d'un homme soucieux d'unité et de logique, concourir au même but, et qu'un peu de réclame n'est jamais nuisible, le lendemain, l'Écho de France publiait ces lignes sensationnelles. Le collier de la reine, le célèbre bijou dérobé autrefois à la famille de Dreux-Soubise, a été retrouvé par Arsène Lupin. Arsène Lupin s'est empressé de le rendre à ses légitimes propriétaires. On ne peut qu'applaudir à cette attention délicate et chevaleresque. Et c'est la fin de la nouvelle Le collier de la reine. Ce sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Et donc, nous passons à l'outro. Comme je le disais, live relativement court par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire pour ce soir. Puisque voilà, si j'entame une nouvelle supplémentaire, je suis vraiment parti pour longtemps. Donc j'aurai pas je vais dire la voix pour faire ça parce que l'air de rien, j'arrive toujours pas à retourner à une voix normale. J'ai l'impression toujours de... En fait, j'ai l'impression d'être malade depuis des semaines, des mois, c'est terrible. J'ai l'impression de plus savoir retrouver ma voix. Là, j'ai le nez un peu bouché, plein de trucs comme ça, enfin bon, bref. Donc voilà, je vais pas m'esquinter la voix, je vais pas les railler plus. Ça sera très bien pour ce soir, d'autant plus que j'ai trouvé la nouvelle très sympathique. Dans la résolution de celle-ci, dans le twist final, le dénouement final, elle est encore une fois très très cool. Le collier de la reine, c'est marrant parce que du coup, je me suis un peu renseigné. Alors déjà, c'est un truc central, j'ai envie de dire, alors remanié sous une autre sauce, si on peut dire, mais c'est un truc central dans la série Netflix Lupin dans l'ombre d'Arsène. Euh, et en fait, ce qui est marrant, c'est que il y a vraiment eu IRL, ça a vraiment existé, l'affaire du collier. Alors bien sûr,
Là, il y a de la fiction qui vient s'ajouter à tout cela. Mais sinon, il y a eu vraiment une première histoire avec Marie-Antoinette, etc. Avec des gens qui se sont fait choper à le donner à une mauvaise personne, de ce que j'ai compris. Et puis ensuite de revendre les pierreries et ainsi de suite. Donc voilà, il y a vraiment eu tout ce genre de débat IRL, ça a vraiment existé. Et à tout cela, Maurice Leblanc est venu greffer l'histoire d'Arsène Lupin en plus, que je trouve très bien, très 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 bien greffé et très bien amené. Ouais, le retournement final, le plot twist final était vraiment cool. Moi, en fait, je m'attendais simplement à ce que ce soit, je vais dire un, comment dire, un narrateur externe, et puis qu'en fait, on apprenne l'histoire de Lupin sans qu'il soit même tellement cité ou tellement présent. Et c'est vrai que pour le coup, encore une fois, le retournement, je l'ai pas vu venir. Je me suis dit à un moment, alors c'était, comment il s'appelait déjà, Floriani. Je me suis dit à un moment, je me suis dit, Floriani quand même, il est chaud. Je me suis dit, c'est bizarre qu'il y ait autant de personnages qui arrivent à faire des déductions incroyables. Je me suis dit, ça fait trop de personnages trop intelligents. Mais c'est vrai que j'ai pas soupçonné que ça puisse être directement Lupin qui revenait se targuer et se vanter de son crime. Donc ça, je trouve ça très bien vu, très très bien vu, très très bien ficelé. Et du coup, on en apprend un peu sur l'enfance d'Arsène Lupin, c'est marrant. Et du coup, sur le fait que il aime bien se jouer des gens, et j'ai l'impression qu'on nous le présente un petit peu comme une sorte de Robin des Bois aussi. C'est-à-dire qu'apparemment, il a vraiment une forte sensibilité à l'injustice. Alors là, après, ça touchait directement sa mère, vraisemblablement, donc forcément, on peut se dire que ça le touche davantage. Mais, euh, mais ouais, il a l'air d'avoir ce truc d'injustice, et c'est bizarre, quoi. Il a pas l'air de vouloir voler pour voler. Il a l'air toujours d'avoir des petits messages et de vouloir redistribuer aux bonnes personnes et de se dire ah bah elle mérite pas, elle mérite et ainsi de suite. Euh, et surtout, il y a toujours ce petit truc un peu hautain qui pourrait être méprisable et voilà, mais qui en même temps fait un petit peu sa classe. C'est qu'il survole tellement tout le monde, il domine tellement tout le monde par ses coups qu'en fait il se pose vraiment au-dessus quoi. Il est vraiment en mode oui, je me la pète, je suis trop chaud. Voilà, c'est assez marrant. Il y a un truc un peu humoristique comme ça, bien sympa. Euh, D'ailleurs, petit trait d'humour que j'ai particulièrement apprécié, le fait que il publie encore une fois dans l'Écho de France, il fasse publier dans l'Écho de France, en disant du coup que ça a été retrouvé par Arsène Lupin, etc. Donc encore une fois, la vérité est un petit peu trafiquée. Et surtout qu'il termine par la phrase on ne peut qu'applaudir à cette attention délicate et chevaleresque, alors que justement il s'est présenté en tant que chevalier auprès de la comtesse et ainsi de suite. C'est le genre de petit détail où tu te dis, ah, tu les as bien vus, tu t'es bien joué d'eux. Mais ouais, franchement très sympa. Je suis, depuis la nouvelle 3, en gros les deux premières nouvelles j'ai eu plus de mal, et la nouvelle 3, 4, 5, pour le moment je suis vraiment beaucoup plus dedans. Je trouve les histoires beaucoup plus intéressantes, et même mieux écrites, mieux tournées, mieux structurées, etc. Il faut se dire aussi que pour Maurice Leblanc, je répète, c'était entre guillemets une première expérience d'écriture, enfin peut-être pas une première expérience d'écriture, mais sur Arsène Lupin, la première nouvelle que je vous ai lue, c'était la première nouvelle qui parlait d'Arsène Lupin. Et si je me rappelle bien de ce que j'ai vu sur internet, il n'avait pas prévu d'en faire une suite, ou en tout cas il n'avait pas trop d'idées. Et en fait c'est son éditeur qui lui a donné des idées pour la deuxième nouvelle. Donc on peut se dire que peut-être voilà, Maurice Leblanc au début c'était un petit peu fallait mettre la machine en marche, quoi. Fallait mettre la machine en route. Il a peut-être un petit peu galéré. Et là, je pense que il a pris son envol entre guillemets. Alors voilà, j'affabule, hein, je sais pas dans le détail bien entendu, mais on peut imaginer que du coup, il ait pris son envol, il ait pris son aise, qu'il se soit vu de plus en plus efficace et de plus en plus emballé ou ouais, tout simplement motivé, inspiré et du coup doué dans son exercice. Donc très très cool. Très très cool. J'ai beaucoup apprécié cette nouvelle. Et encore une fois, en plus, bah ouais, il y a toujours ce jeu de changer le narrateur, de changer de point de vue.
là de présenter Arsène Lupin enfant. Donc ça c'est un truc qui est très cool parce qu'il y a un vrai jeu. Il y a un vrai jeu de presque où est Charlie si je peux dire. En mode où est Arsène. Et le lecteur doit trouver, doit comprendre un petit peu qui est le personnage d'Arsène Lupin vu qu'il est déguisé parmi tous les personnages ou voire le narrateur. Donc c'est intéressant. Très intéressant, j'aime bien ça. Et sinon, petite parenthèse que je me suis... enfin petite réflexion entre parenthèses que je me suis faite pendant la lecture. Encore une fois, une référence à Sherlock Holmes. Donc moi je pense vraiment qu'il avait pas d'animosité. Enfin je sais pas après, mais je pense pas qu'il avait une animosité, une espèce de compétition avec Arthur Conan Doyle et Sherlock Holmes. Je pense plutôt qu'au contraire, il l'estime beaucoup et que c'est peut-être ce qui lui a même donné le goût en partie d'écrire ce qu'il a écrit par la suite, quoi. En tout cas, très cool. Très très cool. Et du coup, bonsoir Dimal, merci d'être passé, ça fait plaisir. Et du coup, ouais, je sais pas comment ça se fait que t'aies pas pu participer au chat, c'est bizarre. Mais ouais, clairement, le collier de la reine, vraiment sympathique. Vraiment sympathique. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que cette affaire du collier avec les bijoux qu'on sépare et ainsi de suite, enfin, je sais pas. Je me dis que, en fait, je sais pas si c'est l'affaire, enfin, si c'est l'œuvre d'Arsène Lupin qui est ultra connue et qui a inspiré des tas de choses, ou si c'est l'affaire réelle du collier de Marie-Antoinette qui a eu un retentissement dingue, puisque bah, dans la nouvelle même, on nous dit que ça a fait du bruit à l'époque, au XVIIIe siècle, si je ne m'abuse, et que ça avait encore le pouvoir d'avoir des répercussions et de faire du bruit au XXe siècle. Donc apparemment, ça a été vraiment une histoire qui a fait beaucoup parler historiquement, si je peux dire. Donc je sais pas si c'est ce truc-là qui a tellement fait parler, qui a tellement été connu, que c'est devenu un poncif, parce que j'ai l'impression que ça arrive très souvent, cette histoire de un bijou, enfin un collier ou une tiare, ou ce genre de choses auxquelles on retirerait les bijoux, et ainsi de suite. J'ai l'impression qu'il y a plein d'histoires basées sur ce truc-là. Donc je sais pas si c'est des références directes, etc. Ou si c'est tout simplement que à une époque ça se faisait beaucoup. Je pense que ça devait être un truc courant à une époque de faire des faux bijoux, je sais pas, de voler des couronnes, des trucs comme ça, je sais pas trop. Les trois mousquetaires aussi, ah je savais pas, dit mal. Mais ouais, ça m'étonne pas du coup. Je crois même, si je dis pas de conneries, mais je me demande, je crois même qu'il y a eu une affaire de Sherlock Holmes directement avec ça, non? Il me semble. Je me rappelle plus, ça me dit un truc. C'était quoi? En fait, je sais que j'ai lu un truc un peu dans le délire il y a pas longtemps et je me rappelle plus. J'ai lu une histoire où il y avait quelqu'un qui mettait des diamants avec vraiment le même principe, qui mettait des diamants dans des lettres ou des trucs comme ça et qui les donnait régulièrement à une personne pour l'entretenir entre guillemets. De la même manière que apparemment Raoul ou Arsène Lupin l'aurait fait avec sa mère. J'ai vraiment le souvenir d'avoir lu en live avec vous une histoire qui parlait de ça. Et je me rappelle plus ce que c'était. Je me demande si c'était pas Crime et Châtiment. Je sais plus. Je me demande si c'est pas dans Crime et Châtiment qu'il y avait ça. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus, c'est terrible. Trop de mémoire, mais bon, bref. Ou bien c'était peut-être du Lovecraft. Non, ça me paraît bizarre que ce soit du Lovecraft. Je crois pas. Ça devait être Crime et Châtiment ou un truc comme ça. Hmm. Putain, c'est ouf que j'ai pas la mémoire de ça. En fait, ça, c'est un truc hyper dur avec les lectures, c'est que elles se parasitent les unes les autres. Et ouais, j'ai vraiment du mal. Personnellement, une fois que j'ai lu une œuvre et que je suis passé à autre chose, j'ai vraiment du mal à me souvenir de l'œuvre. En tout cas, des bouquins. Et c'est pour ça que je peux peut-être m'y replonger, remarque, je sais pas trop. J'ai jamais trop relu de bouquins, je crois. Enfin bon, bref. Mais ouais, j'ai ce truc-là où je passe vraiment. Et du coup, l'escarboucle bleu de Sherlock Holmes, ouais, bah je connais pas du coup dit mal. Donc ouais, c'est peut-être sur le même modèle, mais j'avoue que je connais pas et je l'ai jamais lu, donc je pense pas que ce soit ça. Du coup, dont je parlais. Mais je crois que c'est dans Crime et Châtiment qu'on avait eu un truc un peu comme ça. Je me rappelle plus. Terrible.
Terrible. Bref, ce live a duré assez longtemps étant donné la petitesse de la lecture. Je vais donc m'arrêter là, les amis, pour aujourd'hui. Je vais même pas faire un raid chez Oda la Joie parce qu'on n'est pas très nombreux sur Twitch ce soir en vrai. Puis je sais pas si je vais pouvoir passer d'ailleurs. Donc bon, à voir. En tout cas, n'hésitez pas à jeter un œil. En ce moment, Oda la Joie, elle lit du Agatha Christie si je ne m'abuse. Donc c'est un peu, ça peut être un peu dans vos bails si vous appréciez ce genre de lecture. Comme d'habitude, sur la rediff YouTube, n'hésitez pas à mettre un like ou un dislike selon votre appréciation de cette lecture, de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, tout ça, tout ça. Ça permet à la chaîne d'évoluer. Il y aura un live sur Sea of Thieves, donc live de gaming demain de 14h à 16h, 17h, je sais pas trop, en compagnie de Walkirax. Et puis dimanche, la veillée de 21h à minuit, minimum, pour ceux qui le veulent sur Discord. Voilà, voilou, cette fois-ci, j'ai tout dit, j'ai fait le tour. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, un bon week-end, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Et bye bye!